tous et bienvenue dans Sinosphère, votre magazine consacré à la Chine et aux Chinois. Lait contaminé, huile recyclée, pastèques qui explosent. Pour la seule année 2011, la Chine a enregistré plus de 60 000 scandales liés à la sécurité alimentaire. Des scandales qui affolent la population chinoise. La Chine peut-elle donc nourrir sainement 1,3 milliard d'habitants? C'est la question que je vais poser à mes invités dans un instant, mais tout de suite, c'est le sommaire. En Chine, la sécurité alimentaire est devenue un enjeu social, économique et même politique. Les scandales à répétition indignent la population et les victimes sont de plus en plus nombreuses à demander réparation. Beaucoup d'enfants sont encore malades. Ils ont besoin d'un suivi médical, de soins. Le gouvernement chinois avait promis de les prendre en charge. Mais cela fait déjà 3 ans et il n'a absolument rien fait. Comment la Chine tente-t-elle d'améliorer sa sécurité alimentaire? Quelle est l'attitude des consommateurs face à cette menace quotidienne? Et nous voilà de retour au musée Guimet sur le plateau de Sinosphère en compagnie de mes deux invités. Hervé Guimard, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur scientifique pour l'agriculture à l'Institut national de recherche agronomique, autrement dit l'INRA. Merci beaucoup. Et à vos côtés, Sébastien Breteau, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur d'Asia Inspection, donc une société qui, comme son nom l'indique, assure des contrôles qualité en Chine et en Asie. Et vous avez créé il y a 1 an tout juste, Asia Food Inspection, donc avec une spécificité sur les entreprises de l'agroalimentaire, donc le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Merci à tous les deux. Et avant de parler ensemble de cette insécurité alimentaire, je vous propose de regarder ce reportage signé Séverine Bardon et Gaël Caron. Course hebdomadaire pour Zhao Ling, sa mère et son fils. Dans un immense marché couvert du centre de Pékin, la famille choisit ses produits avec soin, surtout la viande. Je ne veux pas de ce morceau-là. Bah prends-en un autre. Ok, on prend celui-là. En général, on achète la viande au supermarché. Parce que sur les étiquettes, tout est bien indiqué, on est sûr de la provenance de la viande. Mais bon, ce marché est bien organisé, alors ça va, on peut acheter ici, c'est relativement sûr. Ils indiquent aussi l'origine ici. Les Chinois sont fiers de leur gastronomie, mais cette cuisine qu'ils aiment tant est aussi devenue une source d'inquiétude. Asseyez-vous. Bon, je m'assois. Yu Tinghang, il faut que tu viennes à table maintenant. Les petits restaurants qui ne sont pas classés, ce n'est pas sûr du tout. Ceux qui sont de classe B ou plus, ils sont bien contrôlés par les autorités. Pas de gargote de quartier ni de repas dans la rue pour les Zhao. Les brochettes, beignets et autres petits plats avalés sur le pouce n'inspirent pas toujours confiance. Les Chinois les plus attentifs à la sécurité alimentaire préfèrent désormais les restaurants de standing, régulièrement contrôlés par les inspecteurs sanitaires de la ville. Bonjour. Bonjour. Voici mon badge. Ah oui, d'accord. On vient faire une inspection sanitaire avant les fêtes. Vous nous emmenez? Très bien, je vous accompagne. Cible du jour, le restaurant d'un grand hôtel pékinois. Yue Qing et son équipe vont contrôler les cuisines de cet établissement de catégorie A, la plus élevée. C'est quoi la date là? On enregistre le jour de fabrication. Ah, c'est la date de fabrication. Oui, et après, il faut le consommer en 3 jours. D'accord, donc tous ces produits là, une fois que vous les avez préparés, ils sont consommés avant 3 jours. On vient d'inspecter leur salle des produits frais. C'est pas mal. Les ouvriers savent bien comment traiter les aliments en respectant les consignes de sécurité alimentaire. Mais il leur manque juste le registre, avec les heures de désinfection. Ils devraient être mis à jour tous les jours. Et là, ils sont en retard. Pour le reste, tout va bien. Les infractions constatées par les inspecteurs du district sont ici mineures et sans conséquences. Mais en Chine, les scandales alimentaires se succèdent et font des centaines de victimes tous les ans. Porc dopé aux hormones, alcool frelaté, huile de cuisine recyclée. À la rédaction du quotidien de l'alimentation, les journalistes ont dressé un inquiétant bilan de fin d'année. C'est un récapitulatif des 10 plus grandes affaires de sécurité alimentaire de 2011. On en a étudié beaucoup et on a choisi les plus représentatives. On les a choisis en fonction de leur ampleur géographique. C'est-à-dire qu'elles ont touché tout le pays, parfois même jusqu'à Hong Kong.
Le deuxième critère, c'est leurs conséquences. Les problèmes créés ont eu un impact à tous les niveaux du secteur alimentaire. Zhang Tianbin est aussi consultant pour une organisation internationale dédiée à la sécurité alimentaire. Quand les experts se réunissent, ils cherchent à pointer les responsabilités. À l'heure actuelle, en Chine, la plupart des problèmes de sécurité alimentaire viennent du comportement des gens. C'est une vraie question de morale, vous avez raison. Le petit groupe reconnaît volontiers que le gouvernement chinois a consenti des efforts considérables, mais beaucoup reste à faire. Il faut aussi renforcer la coopération entre les différents services. Aujourd'hui, il y a 13 administrations qui s'occupent de la sécurité alimentaire et seulement 5 avec un vrai pouvoir d'action. Surtout, en cas de problème, il ne faut plus qu'elles se renvoient la responsabilité. Les tergiversations des autorités, Zhao Lianhai en a subi les conséquences. En 2008, son fils de 3 ans est tombé gravement malade. Comme plus de 300 000 bébés chinois, il était victime de poudre de lait contaminée à la mélamine. Depuis, Zhao essaie d'obtenir justice, en vain. Depuis 2008, de très nombreuses familles ont tenté de faire des procès. Elles ont porté plainte auprès des tribunaux locaux. Mais à ce jour, pas un seul dossier n'a abouti. Pire, les familles ont souvent subi des pressions de la part des autorités. On a régulièrement été convoqués pour discuter avec les autorités, et parfois même menacés. Et en 2009, j'ai été envoyé en prison. L'objectif, c'était de m'empêcher de continuer de parler de cette affaire. Aujourd'hui, Zhao vit sous surveillance policière, comme le montrent ces images qu'il a lui-même tournées depuis sa fenêtre. Après 4 ans de lutte, son constat est amer. En fait, en Chine aujourd'hui, il n'y a pas de droit de l'homme. Et même quand on est une victime, on ne peut pas aller en justice pour obtenir que les fonctionnaires ou les entreprises coupables prennent leurs responsabilités. Même quand les victimes sont des enfants. Comment peut-on l'accepter ? L'affaire du lait à la mélamine a ému la Chine. Depuis, le gouvernement a promulgué une nouvelle loi sur la sécurité alimentaire et durci les sanctions. Mais le défi est gigantesque. Comment surveiller les 450 000 entreprises alimentaires, les 200 000 producteurs agricoles et les innombrables restaurants du pays? Hervé Guillaumard, on vient de le voir dans ce reportage, finalement, se nourrir sainement en Chine, des actes du quotidien, aller au restaurant, faire son marché, c'est devenu un véritable casse-tête. Comment en est-on arrivé là ? La Chine a réussi en fait, à réduire le nombre de personnes souffrant de la faim et en même temps qu'elle augmentait son revenu, il y a eu une transition alimentaire qui a été très rapide ou qui est toujours en cours et très rapide en Chine, avec plus de consommation de produits laitiers, de produits carnés, donc de produits transformés. Et donc on est passé d'une alimentation assez basique à donc une alimentation plus transformée. En même temps, il y a eu des migrations des zones rurales vers les villes. Et donc la situation que vous caractérisez d'insécurité alimentaire vient de cette transformation et de la demande donc, de produits transformés par une population de plus en plus importante en Chine. Voilà, donc une transformation à marche forcée, si je puis dire. Sébastien Breteau, vous avez mis en place donc, Asia Food Inspection, qui s'occupe justement d'observer ce secteur agroalimentaire. En fait, le but de cette société, c'est d'aider nos clients donc, qui achètent des produits alimentaires en Chine, de traiter 3 types de risques. Le premier type de risque, c'est des risques biologiques, donc tout ce qui est virus, bactéries, des risques chimiques, du type additifs, pesticides ou des risques voire physiques avec présence de bois ou de verre dans les aliments. Alors comment on se retrouve avec des substances toxiques, cancérigènes dans l'industrie agroalimentaire ? Je pense, comme le disait M. Guillaumard, il faut comprendre qu'il y a une industrialisation alimentaire à marche forcée. Il faut quand même, nous, de notre côté, pas avoir la mémoire courte et les épidémies de salmonelle et tout ça dans nos propres productions. On a des choses qui ont été courantes il y a encore 20 ou 30 ans et on en parle encore. Donc après, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il faut comprendre que l'entrepreneur chinois qui monte une usine, en général, c'est souvent un self-made man qui a certes une formation, mais il va d'abord développer son entreprise avant d'intégrer les critères de qualité occidentaux des clients vers lesquels il les exporte.
Enfin, occidentaux ou locaux, parce que malheureusement, c'est aussi les populations locales. Si on reprend par exemple le scandale du lait à la mélamine, c'est avant tout les Chinois qui ont été touchés. Alors clairement, ça a été un vrai scandale et qui a fait prendre conscience à la population qui s'est rebellée pour la première fois et qui a eu raison de le faire et qui a été entendue par le gouvernement. On parle de 300 000 cas d'hospitalisation, 300 000 cas de personnes contaminées, 860 hospitalisations, 6 bébés décédés et 2 exécutions. Donc en fait, il y a eu quand même deux responsables condamnés à mort. Alors justement, c'est ce qui est intéressant avec Guillaumard, ce scandale du lait à la mélamine qui a largement dépassé les frontières de la Chine. 2 exécutions, finalement, on a cru qu'il n'y aurait plus jamais ça. Et puis, finalement, on se rend compte qu'au début de l'année 2012, une grande entreprise de lait, donc l'entreprise Mengniu, donc là, il ne s'agit pas d'un petit producteur reculé, se retrouve dans un nouveau scandale alimentaire. Finalement, les scandales alimentaires en Chine se suivent et se ressemblent. Ouais. Je dirais que la sécurité alimentaire n'est pas spécifiquement un problème de la Chine. Donc, on trouve ces problèmes-là dans beaucoup de pays qui aujourd'hui connaissent la transition alimentaire, que nous, pays développés comme la France, on a mis très longtemps à réussir et achever, et qui se fait très très vite dans beaucoup de pays émergents. La Chine a eu une politique très forte de promotion de sa production agricole. Elle cherche surtout d'assurer son alimentation en céréales de base. Mais avec les revenus qui augmentent, avec l'urbanisation, il y a cette demande de produits transformés. Et donc, il manque sans doute, par rapport à cette politique, le pendant sur la demande et sur la sécurité alimentaire. C'est-à-dire qu'il y a une politique d'offre visant à assurer vraiment la production, avec des succès inégaux, et il faudrait compléter sur la politique de sécurité alimentaire telle que l'on connaît, par exemple, dans les pays de l'Union européenne, et même aux États-Unis, ou aussi aux États-Unis, d'ailleurs, vous avez des problèmes de sécurité alimentaire. Justement, Sébastien Breteau, vous, c'est un peu ce que vous faites quand vous allez dans les usines, voir qu'on ne met pas, par exemple, je ne sais pas moi, des produits toxiques dans du dentifrice ou dans du lait. Vos clients, c'est des entreprises chinoises ou des entreprises étrangères? Alors en fait, c'est les deux. Et il faut voir que pour le marché local ou pour l'export? Parce qu'en fait, les Chinois qui achètent des aliments ne se font pas forcément confiance entre eux et se contrôlent, mais c'est essentiellement pour les 2 tiers des clients occidentaux. Il ne faut pas oublier que la Chine a exporté en 2011 4,5 milliards de tonnes d'aliments. Alors nous, on peut inspecter, à vous parler du lait bien sûr, mais on inspecte beaucoup de seafood, de crevettes, de concentré de tomates, de concentré de confiture à base de fruits. Et systématiquement... Et pas que de fruits, donc et pas que de fruits, j'imagine. Pas forcément que de fruits. Et là, c'est pour ça qu'on est là. Je tiens quand même à dire que dans la mélamine, il y avait fraude, parce qu'on a rajouté du plastique dans du lait. Dans le dernier scandale qu'il y a eu, c'est plus un problème de compétence. Et moi, j'insiste sur le problème d'éducation de ces entrepreneurs chinois qui avancent très vite, mais aujourd'hui n'ont pas les standards occidentaux, voire internationaux, des pays développés, n'ont pas encore transpiré suffisamment auprès de cette population-là, mais le gouvernement chinois s'y active. Et par le biais d'une dizaine d'administrations, mais surtout AQSIQ, il y a un processus à la fois d'éducation et à la fois de bâton, parce que dans les 2 dernières années, ils ont quand même fermé 3300 entreprises à qui ils ont retiré la licence de production alimentaire. Et récemment, il y a un centre d'évaluation des risques sur la sécurité alimentaire qui a été mis en place. Mais finalement, beaucoup de choses sont faites, mais on a l'impression que sur le terrain, Hervé Guillaumard, rien ne bouge. Est-ce le gigantisme de la Chine? Est-ce le nombre d'entreprises du secteur agroalimentaire? Évidemment, la taille du pays joue et l'hétérogénéité du pays entre les différentes zones, etc. Donc ça joue et ça complique la difficulté d'assurer cette sécurité sanitaire globale au niveau du pays. Et après, en me répétant, joue le fait qu'il y a une aspiration très forte d'une grande partie de la population chinoise pour ces produits transformés. Et en gros, c'est la vitesse de la transition, je pense, qui joue. Donc, la Chine reste toujours obsédée, entre guillemets, par sa question de sécurité alimentaire, cette fois-ci en termes de quantité, c'est-à-dire avoir assez de céréales pour sa population, même si elle importe du soja et d'autres produits. C'est quand même un pays qui a connu les famines. Oui, et donc elle a réussi, depuis 30 ans, c'est un des rares pays, par exemple, qui a réussi quand même à réduire de façon très très importante le nombre de personnes souffrant de la faim, donc, alors que beaucoup de pays n'ont pas réussi à faire ça, donc il faut aussi reconnaître ça. D'ailleurs, en parallèle, elle a aussi aujourd'hui une augmentation de problèmes liés au surpoids et à l'obésité, donc elle a aussi à combattre ce qu'on appelle ce double fardeau, mais surtout, elle est toujours trop axée sur l'offre
au détriment de regarder ce qui se passe sur la demande des produits, et en particulier en matière de sécurité de ceux-ci. Alors on va voir justement que ces questions d'insécurité alimentaire ont provoqué une prise de conscience et chez les consommateurs de plus en plus inquiets et qui se tournent désormais vers le bio. Je vous propose de regarder ce reportage signé Séverine Bardon et Gaël Caron. 12 hectares de terre pour les légumes et les vergers, quelques animaux qu'elle connaît tous par leur nom. Zhang Zemin est l'un des précurseurs de l'agriculture bio en Chine. Quand la jeune femme, alors cadre dans une entreprise, a décidé de lancer son exploitation, sa démarche a surpris. Depuis le milieu des années 80, je sais qu'il y a un problème avec notre nourriture. Des choses ne sont pas sûres. Dans les années 90, j'ai remarqué par exemple que je réagissais mal à certains aliments. Du coup, en 2000, eh bien, je me suis dit qu'il fallait que je crée cette ferme. Mais c'est vrai qu'au début, eh bien, personne n'a compris ce que je faisais. Le bio en Chine n'a commencé à se développer qu'il y a 4 ou 5 ans. La filière est portée par les scandales alimentaires qui secouent régulièrement le pays, mais elle reste confidentielle et essentiellement artisanale. Les navets, ils perdent facilement leur eau. Du coup, ils deviennent tout secs. Donc, dès qu'on les a récoltés, on creuse une tranchée comme ça et on les enterre. Ça permet de les conserver. La ferme emploie une dizaine de personnes en hiver, à peu près le double en été. Productivité réduite et main-d'œuvre plus nombreuse que dans les exploitations mécanisées, le bio reste cher. Ça coûte 7 yuan 50, une bouteille comme celle-là. Mais du lait frais comme le nôtre, par des vaches élevées comme les nôtres, ça n'existe pratiquement pas. Et vous le vendez combien? C'est 10 yuan. Zhang Zemin ne cache pas que son exploitation est à peine rentable. Pourtant, à Pékin, comme dans bien des grandes villes chinoises, le bio gagne du terrain. Il séduit notamment les classes moyennes, prêtes à dépenser davantage pour acheter des produits sûrs. À mon avis, ces productions sont assez sûres. Et ce sont de tout petits producteurs. Il faut les encourager. Ils n'ont peut-être pas accès aux grands supermarchés. C'est de l'agriculture biologique. Il faut la promouvoir. Selon le ministère de l'Agriculture chinois, le pays compte aujourd'hui près de 7000 entreprises sur le secteur du bio. Leur chiffre d'affaires annuel, en forte croissance, atteignait l'an dernier 36 milliards d'euros. Hervé Guillaumard, vous y croyez, vous, au bio en Chine? On peut nourrir 1,3 milliard de la planète en bio? Non, je répondrai que la question n'est pas de nourrir la planète, nourrir la Chine ou la planète avec l'agriculture bio. C'est l'agriculture biologique. Il y a un marché, il y a une demande de consommation, en Chine comme dans d'autres pays, pour le bio. Et donc il faut assurer les conditions de telle façon qu'il y ait la production et la demande par rapport à... et la sécurité sur ce marché du bio, comme sur les autres marchés. Mais justement, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas la sécurité sur les autres marchés et de façon plus accrue en Chine que le bio, même si on voit qu'il y a certains freins, pour l'instant un frein économique avant tout, mais c'est peut-être parce qu'on ne trouve pas cette sécurité dans l'autre agriculture qu'on se replie sur le bio. Je pense qu'il y a deux choses, et la Chine ne fait pas exception. C'est pareil dans une grande majorité de pays au monde, quoi. Les consommateurs aujourd'hui redemandent ce que l'on appelle de la localisation, donc des produits locaux. Et à tort ou à raison, l'agriculture biologique est considérée comme étant de la localisation, même si ça peut être de l'importation. Et donc c'est ayant peur, entre guillemets, des produits industriels, transformés, etc., une partie de cette population se retourne vers du bio avec une croyance, à tort ou à raison, que c'est meilleur pour l'environnement et que ça a aussi des effets bénéfiques en termes d'environnement, puisqu'un des problèmes aussi de la Chine est quand même l'impact négatif de l'agriculture sur son environnement. Sébastien Breteau, faire du bio en Chine, lorsqu'on voit justement la pollution des sols à grande échelle, la pollution des rivières, est-ce qu'on peut vraiment faire du bio en Chine? Alors la réponse est oui, parce qu'en fait, il y a une société, un géant français de l'agroalimentaire qui produit de l'eau que je ne citerai pas, produit de l'eau minérale en Chine, et les tests
et les analyses montrent qu'elle est en fait plus pure que celle qu'on peut trouver chez nous. Donc oui, c'est tout à fait possible. Ce qui me paraît intéressant par rapport à la population chinoise, qui est aussi notre sujet ici, c'est que ces problématiques d'environnement et ces problématiques alimentaires, c'est vraiment comment dire, ce qui est en train de catalyser peut-être les premières bribes de démocratie. Parce qu'aujourd'hui, si on a un blog qui attaque le gouvernement ou sur des problématiques économiques ou sur les administrations, il va se faire censurer. Aujourd'hui, c'est très difficile pour le gouvernement de censurer un mouvement de population qui considère qu'ils vivent dans un environnement trop pollué ou que leurs enfants sont malades parce qu'ils ne sont pas sérieux. Et aujourd'hui, en fait, c'est le premier prétexte, les premières bribes de tension sociale que le gouvernement ne peut pas réprimer de manière ouverte. Et peut-être que c'est par le bio, c'est par là que finalement le pays va évoluer, parce que d'un point de vue, il n'évoluera pas en se rebellant contre le système économique, contre le système gouvernemental ou l'administration. Et moi, je vois que mes employés en Chine, jamais je les ai entendus râler contre le gouvernement, les taxes et tout ça, jamais dire, mais en revanche, que leurs enfants sont malades, que ce qu'ils mangent ne va pas, et qu'ils en ont marre de vivre dans un endroit pollué où on ne voit plus aucune verdure, ça, ils n'hésitent pas à le clamer haut et fort. Voilà, c'est une prise de conscience. J'y vois les prémices d'une prise de conscience démocratique. Hervé Guyomard, on a beaucoup parlé évidemment de l'industrie agroalimentaire. Qu'en est-il de l'agriculture, ce qui sort de la terre en Chine aujourd'hui? Parce que finalement, la Chine exporte aussi, la Chine exporte beaucoup. Quelles sont les principales problématiques sur les produits agricoles en Chine aujourd'hui? Alors, si on essaie de résumer, la Chine, c'est 20% de la population mondiale, 10% des terres, 6% de l'eau. Donc, elle a un problème d'alimentation de sa population, puisqu'elle n'a pas assez de surface, et elle a un problème de ressources naturelles. Et donc, elle a développé des politiques agricoles très fortes pour soutenir et développer son agriculture, avec en point de mire l'autosuffisance en produits céréaliers, donc en riz, en blé et en maïs, quoi. Mais comme les revenus augmentaient, les Chinois se sont tournés vers plus d'huile, plus de produits laitiers, plus de produits animaux. Pour ces animaux, il fallait importer. Il fallait aussi les nourrir, donc on a utilisé des céréales et surtout on a importé de soja. Ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, la Chine est le premier importateur mondial de soja, avec 50% des importations. Donc elle a à la fois de l'autosuffisance et elle veut, mais en même temps elle est très dépendante du marché extérieur. Et du coup, elle a ce trade-off à respecter, c'est-à-dire je veux à la fois augmenter ma production, mais je sais que j'aurai besoin du marché extérieur pour le faire. Et donc, tout est dans cet équilibre à trouver. Sébastien Breteau, est-ce que vous allez, vous, inspecter justement les fermes? Parce que dans vos entreprises, il faut aussi partir à la racine. Est-ce que vous allez dans les fermes en Chine? Est-ce que vos inspecteurs vont observer la qualité de l'air, enfin la qualité de l'eau, ce qui est donné aux animaux? On va d'abord, bien sûr, où nos clients nous envoient, mais principalement, on va principalement dans les usines, on va dans les restaurants, dans les hôtels, et dans les fermes, si c'est demandé, c'est souvent en fait en termes pour valider la matière première. Mais il est plus intéressant de faire les tests des matières premières dans l'usine dans laquelle elles vont être assemblées que dans la ferme elle-même. Donc en fait, il n'y a pas une vraie... je parle en termes d'inspection de produits. Après, s'il faut faire des contrôles de sol ou des analyses biologiques, les prélèvements peuvent se faire dans la ferme, et là, c'est conseillé. Donc ça dépend si on inspecte le produit ou si on inspecte le composant initial. Pour information, on inspecte régulièrement dans une ferme, entre guillemets, un Français qui a monté le leader chinois de la salade et qui fournit tous les McDonald's, KFC de Chine, et qui a des milliers d'employés qui tous les jours coupent de la laitue et a priori ça satisfait aux standards des sociétés que je viens de citer. Voilà, mais avec quand même des chiffres un peu alarmants, c'est que la moitié des contrôles, en fait... En 2011, on a rejeté 51% des inspections qualité et des contrôles, alors qu'en moyenne, sur la totalité de nos contrôles, c'est plutôt 28%. Donc oui, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème, mais après, ça va prendre quelques années pour les remettre à niveau. Et nous, on participe de ce phénomène-là. Hervé Guyomard, nourrir sainement 1,3 milliard de la population chinoise, enfin 1,3 milliard de Chinois, est-ce possible, est-ce réaliste aujourd'hui? Ou est-ce qu'on va aller vers de plus en plus de scandales alimentaires? Non, j'espère qu'on n'ira pas vers de plus en plus de scandales. Par rapport à votre question, la Chine, le premier problème, c'est arriver à maintenir, si possible, augmenter son niveau de production avec les problèmes environnementaux
qu'il a. Et les deux problèmes principaux sont l'eau, donc les problèmes de disponibilité de la ressource en eau, et les problèmes de qualité de terre au sens large. Érosion, dégradation des terres, urbanisation, etc. Donc il faut qu'elle prenne des mesures par rapport à ça. Il faut savoir qu'en 20 ans, la Chine a perdu 10 millions d'hectares de surface cultivée, quoi. Donc, ce qui est énorme par rapport à ce qu'elle a. Donc elle est passée de 130 à 120. Et l'autre côté, c'est satisfaire en même temps une demande qui va se tourner de plus en plus vers des produits transformés. Et donc il faut en gros qu'elle complète ce qu'elle fait en matière de production agricole par une politique alimentaire. Et donc qu'elle se dote de quelque chose de plus cohérent et j'aurais tendance à dire de plus sévère en fait de ce côté-là. Voilà, plus de cohérence et plus de sévérité. Merci à tous les deux. Hervé Guillaumard, je rappelle que vous êtes directeur scientifique pour l'agriculture à l'INRA. Sébastien Breteau, de votre côté, vous dirigez Asia Inspection et la nouvelle née d'Asia Inspection, Asia Food Inspection, spécialisée donc dans le contrôle qualité des industries agroalimentaires. Merci à tous les deux et merci également au musée Guimet, le quartier général de Sinosphère. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous retrouve dans 15 jours.